Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la communication Modbus TCP. Alors c'est juste une vidéo d'introduction au sujet, j'aurais pu l'appeler Modbus pour les nuls, car je vais vous montrer uniquement les grandes lignes. Modbus, eh bien c'est pas tout jeune, 1979, au départ créé pour la communication entre automates industriels. Mod comme Modicon, donc Schneider Electric à l'origine. Mais le protocole se veut universel et permet de faire communiquer ensemble des équipements de n'importe quelle marque. Des capteurs, des automates, des actionneurs. Hier comme aujourd'hui, et même encore plus maintenant avec la tendance des objets connectés. À ce sujet, vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos avec Node-RED et Modbus. Modbus, eh bien, c'est devenu un incontournable, c'est simple, c'est fiable et ça permet de transférer rapidement des données, données qui sont cependant simples, des booléens et des mots de 16 bits uniquement. Au niveau mise en œuvre, on distingue le Modbus RTU qui utilise une liaison série de type RS232 ou plus généralement RS485. Et d'autre part le Modbus TCP qui utilise une communication Ethernet. En Modbus RTU, on a un fonctionnement avec un seul maître et un ou plusieurs esclaves identifiés par un numéro ID pouvant aller de 1 à 255. Enfin théoriquement, car en réalité juste 247 car les derniers numéros sont réservés. Les échanges de données se font sous la forme de messages avec questions et réponses. Pour une vitesse de transmission de 19 200 bits par seconde, c'est le maxi en RS485, il faut compter de l'ordre de 100 millisecondes pour un échange. En Modbus TCP, on a un fonctionnement un peu différent, de type client-serveur. Les clients et les serveurs peuvent être multiples. Le contenu d'un message Modbus, en bleu sur la figure, reste construit de la même façon que l'on soit en Modbus TCP ou RTU. Il contient toujours les fameux codes fonctions dont je vais vous parler tout à l'heure. La notion du numéro ID pour identifier les équipements existe encore, mais perd tout son sens car les messages Modbus sont maintenant encapsulés dans une trame Ethernet. Une trame qui contient les adresses IP de départ et de destination des messages, ce qui permet de retrouver qui parle et avec qui. Les trames sont beaucoup plus longues qu'en mode RTU, car elles contiennent en plus du message Modbus tout ce qui est spécifique aux communications Ethernet, à savoir l'entête TCP avec les numéros de port, notamment le 502, généralement réservé pour le Modbus, un en-tête IP qui contient les adresses IP, un en-tête Ethernet avec les adresses MAC, et encore, j'ai pas tout dessiné car il y a aussi plein de codes de synchro et de vérification. Mais au final, même avec des trames plus longues, les échanges sont plus rapides car les débits sont plus grands en Ethernet. Avec 10 mégabits par seconde, un échange dure moins de 10 millisecondes. Ok, bon après toutes ces généralités, je vais détailler cette notion de client et de serveur en Modbus. De façon générale, lorsqu'un équipement, par exemple un automate, récupère une information, on parle de lecture. Lorsqu'il transmet un ordre, on parle d'écriture. Toujours de façon générale, lorsque cet équipement échange des informations avec un autre équipement, la lecture de l'un correspond à l'écriture de l'autre et inversement. Pour autant, il ne s'agit pas de 4 opérations distinctes de lecture et d'écriture, simplement de 2, et tout dépend du côté où l'on se place.
Par exemple, les deux équipements ne pourraient faire que des lectures de données qui doivent être mises à disposition de l'autre côté. Ou inversement, les équipements ne pourraient faire que des écritures, chacun de leur côté. Ou encore, autre solution, seul l'équipement 1, ici à gauche, serait à l'initiative des échanges, il lit et écrit, et le second ne fait pas d'opération. Il reste à disposition en attente. C'est ce dernier cas qui va correspondre à la notion de client et de serveur. Le client à gauche est toujours actif et décide toujours de quoi faire et quand le faire. Le serveur est lui toujours en attente et ne fait que réagir aux requêtes. Quel que soit leur nombre, ce sont toujours les clients qui décident de l'appel et les serveurs qui répondent. Mais lors d'un échange question-réponse, un client ne s'adresse qu'à un seul serveur et ce serveur ne répond qu'à lui. C'est qu'une fois l'échange terminé que le client peut appeler un autre serveur. Ou que le même serveur peut servir un autre client. Rien d'exclusif, mais les échanges se font en tête-à-tête et les uns après les autres. Exemple plus industriel, un automate en mode client peut interroger un capteur. Configuration classique, un capteur mettant à disposition une information, il est donc utilisé en serveur. Mais ce capteur peut servir également à un autre automate qui aurait besoin de la même information. Ce capteur sert donc deux clients l'un après l'autre. Et le nouvel automate peut avoir besoin d'un autre capteur. Et pourrait aussi commander un variateur de vitesse. Ainsi, il accéderait à 3 serveurs, à tour de rôle bien sûr. On remarquera au passage que le variateur de vitesse est utilisé en serveur. L'automate, client, peut venir lire des données, par exemple la valeur du courant, et aussi écrire des consignes, comme par exemple la vitesse ou l'ordre de marche. Alors pour approfondir cette notion de client-serveur, je vais reprendre une image vue tout à l'heure. Comme je le disais, c'est toujours le client qui commande. Le sens des flèches noires représente le sens des informations, mais pas le sens des requêtes. Regardons pour une lecture. Le client pose la question. En gros, c'est « j'ai besoin de lire à tel emplacement ». Et le serveur répond en donnant la valeur attendue. Pour une écriture, aussi, c'est le client qui lance l'action en posant une question pour faire donc une écriture. Et le serveur répond en disant « c'est terminé ». En résumé, dans tous les cas, c'est le client qui pose les questions et le serveur qui donne les réponses. Il y aura deux types de questions. Celle pour réaliser une lecture, read, et celle pour réaliser une écriture, write. Dans le premier cas, la donnée utile est dans la réponse. Dans le second, l'écriture, la donnée utile est dans la question. Alors, je le disais intuitivement, il faut lire ou écrire à tel endroit, mais à quoi correspond ce tel endroit? Eh bien, il s'agit de zones mémoire. Avec Modbus, il en existe de différents types. Alors, regardons ça en détail. Par principe, les données se trouvent dans le serveur, et c'est le client qui va lire ou écrire à différents endroits de la mémoire de ce serveur. Avec Modbus, 4 zones de mémoire différentes. Les noms de chaque zone sont hérités du passé.
Modbus datant des années 70-80. À l'époque, les zones mémoire ont été définies par rapport aux besoins de contrôle-commande des équipements industriels. La zone discrete input, pour faire le lien avec des entrées tout ou rien, boutons, capteurs et autres. Les coils, bobines, pour commander des relais ou contacteurs. Les input registers, pour la saisie de valeurs numériques. Les registres de maintien, pour mémoriser ou ressortir des valeurs numériques. Au final, deux types de données à manipuler, des booléens sur les deux premières zones mémoire et des mots, tous de 16 bits, pour les deux zones mémoire register. Alors aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, mais les appellations sont restées les mêmes. Par contre, au niveau organisation, chaque équipement structure ses données à sa manière. Les 4 zones Modbus servent juste d'interface avec la mémoire interne de l'équipement. Cette mémoire interne pouvant être structurée différemment, et d'ailleurs pas forcément en 4 zones. Quoi qu'il en soit, le type d'accès aux zones mémoire est resté le même que celui défini à l'origine de Modbus, à savoir lecture uniquement pour les entrées TOR, lecture ou écriture pour les bobines, lecture uniquement pour les registres d'entrée, lecture ou écriture pour les registres internes. En conséquence, les opérations de lecture et d'écriture vont se décliner en fonction des zones mémoire. Et donc 6 possibilités pour les opérations à réaliser. Pour les distinguer facilement, chacune de ces opérations va porter un numéro. C'est ce que l'on va appeler le code fonction. Donc chaque question du client comportera le code fonction qui correspond à l'opération à réaliser. On retrouve les premiers vus tout à l'heure avec les codes allant de 1 à 6. Ces opérations peuvent transporter une ou plusieurs données suivant leur type. Pour les lectures, on a le choix du nombre. Par exemple, pour les booléens, ça peut aller de 1 jusqu'à 2000 en une seule opération. Alors attention, les données doivent se suivre dans la zone. On ne peut pas piocher par-ci, par-là en une seule opération. Pour les écritures, une seule donnée possible pour les codes fonctions 5 et 6. Mais il existe d'autres codes de fonctions. Par exemple, les codes 15 ou 16 qui permettent des écritures multiples. Et on remarquera d'ailleurs un trou entre 6 et 15. Alors en fait, c'est pas un trou, c'est qu'il existe beaucoup plus d'opérations que les 6 ou 8 élémentaires. Elles sont regroupées dans ce tableau général que je ne vais pas détailler, c'est juste pour vous montrer, et notamment qu'il existe des codes pour les fonctions autres, comme pour le diagnostic. Vous trouverez tous les détails sur Internet si besoin. Ok, alors on vient de voir comment définir l'opération à réaliser et sur quelle zone mémoire elle doit travailler. Reste maintenant à définir à quel emplacement précis de la mémoire on veut accéder. Pour cela, la question du client doit contenir l'adresse de l'emplacement concerné par l'opération. Par définition, les adresses contenues dans les messages Modbus vont de 0 à 65 535, valeur qui est liée au fait que l'adresse est transmise par un mot de 16 bits. Là où ça se complique, c'est que chaque zone mémoire du serveur identifie ces éléments en partant de l'adresse 1.
donc un décalage de +1 par rapport à l'adresse contenue dans le message. Exemple, read input 0 permettra d'accéder à la première entrée Tor, la numéro 1. Read input 1 pour accéder à la numéro 2. Pareil pour les coils. Exemple, un write 0 pour écrire dans la numéro 1. Même raisonnement pour les registres. Read register 2 pour lire le mot à l'emplacement 3. À noter que suivant les équipements, l'adressage de la mémoire interne peut inclure le décalage et repartir de 0. Ce n'est pas une obligation, mais certains fabricants le font. Et donc le 0 de l'adresse correspond bien au 0 de la mémoire interne. Le décalage devient transparent. Donc voilà, juste faire attention à ce décalage de 1 ou pas, suivant les matériels. Attention aussi, en Modbus RTU, le système d'adressage est différent et utilise souvent un système de préfixe. Le préfixe permet de différencier les 4 zones et suivant la taille des zones, on met plus ou moins de chiffres entre le préfixe et le numéro. Sur l'exemple à droite en rouge, avec des tailles de 10 000 éléments, on va donc de 1 à 9999 et on rajoute le préfixe devant. Ce qui donne par exemple 30 001 jusqu'à 39 999 pour les input register. Si la taille n'avait été que de 100 éléments, on aurait eu 301 à 399. Voilà donc une autre façon d'adresser les éléments. Je rappelle que la façon de faire est libre et chaque fabricant fait à sa manière. Celle montrée là avec préfixe est courante en Modbus RTU. Eh bien, je vous ai montré auparavant comment le client élabore sa question. Je vais vous montrer maintenant comment fonctionne le serveur. Plus précisément, comment il réagit aux requêtes du client. Tout d'abord, à l'état initial, avant qu'une question arrive, le serveur est en attente. Dès qu'il reçoit une question, il analyse le code fonction. Si c'est OK, il vérifie si l'adressage est correct, puis vérification si les données sont cohérentes. Si tout est OK, il exécute la fonction demandée et renvoie le résultat attendu, à savoir une valeur si c'était une lecture. Si c'était une écriture, pas de valeur dans la réponse, juste un OK si ça s'est bien passé. Si une erreur se produit, la réponse renvoyée contient un code d'erreur pour identifier le problème. Une fois la réponse partie, le serveur se replace en attente d'une nouvelle question. Allez, pour voir comment tout ça fonctionne, rien de tel qu'une petite démo. Pour commencer, on va faire un truc tout simple, un client et un serveur Modbus en local sur l'ordinateur. Donc pas de matériel pour commencer, juste des applications client et serveur logiciel. Applications gratuites toutes simples, comme il en existe plein à télécharger sur Internet. Allez, je vais ouvrir tout ça. Comme je disais, j'ai pris sur Internet une petite application toute simple de client Modbus. Alors, qui dit client, eh bien, dit qu'il peut se connecter à un serveur, connexion des connexions. Serveur que je peux accéder soit en RTU, soit en TCP. Donc, nous, c'est TCP, avec donc une adresse IP. J'ai conservé l'adresse locale de ma machine parce que je vais mettre client et serveur tous les deux sur mon ordinateur. Le port 502 pour le Modbus.
et ensuite les opérations que ce client est capable de réaliser, c'est-à-dire les questions qu'il est capable de poser au serveur. Alors le serveur, je le montre tout de suite, je le ramène. Voilà, donc là aussi une application toute simple. Au niveau paramétrage, pas grand-chose, juste à définir Modbus TCP, port 502, ok. Quelles sont les instructions, c'est-à-dire les questions auxquelles sait répondre ce serveur? Donc les basiques, ils sont cochés, je les laisse par défaut. C'est tous les codes fonctions auxquels ce serveur saura répondre. Dans ce serveur, on retrouve les 4 zones mémoire du Modbus avec les numéros correspondants. Pour les discrete input, les valeurs sont des booléens, vrai ou faux. Pour les coils, pareil, des booléens. Et pour les registres, ce sont des valeurs. Allez, on attaque tout de suite. Je vais vous montrer, par exemple, comment le client peut récupérer des valeurs contenues dans le serveur. Alors, je vais faire tout simple. Je vais mettre sur le discrete input une valeur vraie et je vais essayer de récupérer cette valeur de l'autre côté. Je suis dans la zone discrete input, je vais faire une lecture, donc read discrete input à l'adresse 1 et d'une seule quantité. C'est parti. Je récupère bien la valeur true. Je la change juste pour vous montrer. Read. Et c'est bien false. Voilà, au niveau du petit affichage, à ce niveau, on voit ce qui s'est passé. On a vu 2 échanges. Le premier échange avec code fonction 2, donc la lecture, adresse de départ 0, oui je rappelle qu'il y a un décalage de 1, c'est-à-dire que l'adresse 0 correspond à la case 1 au niveau de la mémoire, quantité 1, donc un booléen, et la réponse, valeur vraie ou valeur fausse dans le deuxième essai. Voilà, je peux faire une lecture de valeurs multiples. Alors je vais changer, je vais mettre plusieurs valeurs, comme ça, et je vais dire que je vais en lire par exemple 8, read discrete input, et là je retrouve bien les valeurs true, true, comme c'était de l'autre côté. Je peux changer l'adresse de départ. Si je fais par exemple 4 valeurs 1, donc 4 c'est celui-là, je vais chercher à lire que cette case avec donc la même instruction, read discrete input, le true que j'ai là. Je vous montre s'il est false, bien sûr, ça a changé. Allez, je continue avec les coils. Coils, je vais vous montrer une opération d'écriture. Et je vais écrire write single coil. Je vais préparer une valeur true et je vais faire à l'adresse 1 par exemple. Et voilà. Ainsi réalisé, j'aurais pu faire plusieurs valeurs avec des adresses différentes. Par exemple, l'adresse 4 et je fais par exemple multiple coil. Et donc le true se retrouve à partir de l'adresse 4. Au niveau des registers, alors je vais vous montrer, register, je vais placer des valeurs au niveau des cases mémoire, par exemple 14, 12, peu importe, 4. Et je vais voir comment récupérer ces valeurs. Donc ces valeurs sont placées dans input register, donc je vais faire lire un input register, je commence à l'adresse 1, par exemple la première case, et je récupère le 14. J'aurais pu récupérer plusieurs valeurs, les 4 premières, et donc on retrouve bien 14, 12, 4, 0.
Continuons avec les holding registers. Je vais vous montrer l'opération en sens inverse. Par exemple, si je veux envoyer des valeurs, je sais pas, 78, 2000, eh bien, je vais me servir d'une opération. Alors, je commence simplement avec le write single register à l'adresse, allez, 4, laissons-le comme ça. Donc, on a bien écrit 4 à l'adresse 4, la valeur 78. Je pourrais faire à l'adresse 7 et multiples registers. C'est parti. Donc 7, je retrouve le 78 et le 2000. Donc on a écrit plusieurs valeurs en même temps. Je rappelle que les valeurs sont forcément les unes à la suite des autres. On ne peut pas en une seule instruction écrire à des endroits non contigus. Voilà quelques exemples, on pourrait continuer à faire joujou. Moi, je vous propose plutôt de voir ce qui se passe lorsque l'on a plusieurs clients sur le même serveur. Donc, je vais rajouter un deuxième client, je vais le placer à ce niveau-là. Ce client accède au même serveur, c'est-à-dire la même adresse IP, le même numéro de port. Et je vais tout simplement, par exemple, relire les valeurs que le premier client a écrites. Alors, si je veux récupérer celle-là, donc je vais faire une opération read holding register à l'adresse 7. Holding register, et je récupère le 78 qui était là. Ce deuxième client pourrait lui-même écrire au même emplacement que l'autre. Je le fais en écrivant une deuxième valeur, je ne sais pas, 44, à l'emplacement, donc on a dit 7, et on va être single register, voilà. Donc il a bien écrit, ce client, la valeur 44, et l'autre, lui, peut changer les valeurs. Je le fais et réécrire par-dessus. Donc les opérations d'écriture sur le même serveur. Et bien sûr, les opérations de lecture peuvent se faire de part et d'autre. Et bien voilà donc une petite démo d'échange de données entre clients et serveur Modbus. Je vous propose de couper ici et je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour voir comment sont construites les trames Modbus TCP, c'est-à-dire d'essayer de déchiffrer tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, à tout de suite.